Bonsoir, chers internautes, amis abonnés de la chaîne YouTube Nyoko Bok. Dans le cadre de la diversification des activités, nous avons mis sur pied une émission spéciale intitulée Suñu Fierté. Dans ce premier numéro, le plus grand plaisir de recevoir une véritable fierté guéouloise, n'est-ce pas, une sommité de l'intelligentsia guéouloise, un philosophe, un philanthrope, n'est-ce pas, un psychologue, un sociologue, en l'occurrence docteur Amadou Sarr Diop. Bonsoir docteur. Merci, je suis fier de vous recevoir et vous remercie d'avoir pensé à moi pour cette première émission. Et dans nos investigations, nous avons vu que vous êtes né à Mbarom. Oui. Et vous avez passé votre jeunesse ici à Géoul. Je suis né à Mbarom et choisi parmi mes frères à venir fréquenter l'école de Géoul. Je suis d'ailleurs le seul à bénéficier de cette chance. Je ne sais pas pourquoi mon père a opté pour cela. Dieu peut-être a bien récompensé son choix. Je suis arrivé à Géoul à l'âge de 8 ans, parce que 8 ans, entre 8 ans et 8 ans et demi. Et j'ai fait mon parcours au niveau de l'école primaire de Géoul, où j'ai décroché mon certificat d'études et j'ai réussi à l'examen d'entrée en 6e. Et après, je suis orienté au niveau du collège de Kébémer. C'est là où j'ai fait 2 ans. Malheureusement, le vieux Boukounte Diop qui m'avait hébergé a été rappelé en Dieu. Et c'est ainsi que j'ai quitté Kébémer pour aller à Tiaoui. C'est là où j'ai passé 2 ans pour faire la 4e et la 3e. Okay. Où j'ai décroché mon BEPC. À l'époque, c'était le BEPC. Le BEPC. Mais là aussi, je tiens à préciser une situation particulière que j'ai vécue. À l'époque, quand on réussit au BEPC, après l'oral, on n'est pas orienté. Ah ouais? Et j'ai été victime de cette situation, on ne m'a pas orienté. Je n'ai jamais connu un lycée dans ma vie. On ne m'a pas orienté, j'ai eu des problèmes pendant des mois et c'est au bout du compte que j'ai pu choisir d'aller dans un centre d'aide scolaire. On commençait les cours à partir de 18h jusqu'à 21h. Ah bon? Oui, c'est là où j'ai passé la seconde. Au mois de juin, j'ai été recruté comme pointeur au port de Dakar. J'ai failli même abandonner les études. Mais par la suite, je me suis dit, bon, il est possible de réussir malgré les difficultés que j'ai rencontrées à pouvoir suivre un parcours scolaire normal. Je suis revenu à Thiès pour faire la première. C'était l'année décisive dans ma vie, je me suis dit, j'ai fait la première puisqu'on fait les anticipés de français. Si j'ai une bonne note, cela signifie que je pourrais avoir le bac. Sinon, je suis obligé de quitter l'école. Parce que les cours commençaient à 18h, se terminaient vers 21h. Et malheureusement, on n'avait pas les profs qu'il fallait. C'était des stagiaires, instructeurs qui préparaient leurs stages à Thiès, qui étaient souvent des collègues désignés à l'époque pour enseigner certains cours. Il y a quelques rares profs au lycée qui acceptaient de nous venir en aide. C'est dans ces conditions que j'ai fait la première. Et curieusement, quand on a donné les notes d'anticipé, j'ai eu 14 en français. Là où ceux qui étaient au lycée avaient des 7, 8, 3, parfois même 2, je me suis dit, ah, donc je peux réussir. Et j'ai vraiment la ferme conviction qu'avec cette note, il est possible de décrocher le bac. Je suis revenu, je suis retourné à Dakar pendant les vacances pour être pointeur au port. Après, je suis revenu l'année suivante pour faire mon baccalauréat. Et là aussi, il y a quelque chose qui a été le coup du hasard. Parce que quand on faisait la terminale, c'était un étudiant qui passait ses week-ends à Thiès qui nous faisait des cours de philosophie. Ah ouais? On avait 2 heures de philo, là où les élèves de lycée avaient 8 heures. Et heureusement, j'ai reçu 14 ans de philosophie et j'ai réussi mon bac avec une mention assez bien. C'est ainsi qu'on m'a orienté à l'université. Voilà mon parcours. Je crois que de la seconde à la terminale,
Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Peut-être c'est la main de Dieu, mais rien ne m'indiquait à pouvoir décrocher le bac. Mais j'ai réussi le bac. J'ai fait 3 ans comme tout le monde. Je n'ai pas doublé. J'ai eu le bac avec mention 2e de mon jury et on m'a orienté au département de philosophie, où j'ai fait 4 ans. 4 ans où j'ai décroché finalement une maîtrise de philosophie et un certificat de spécialisation en sociologie. Je tiens aussi à dire ça parce que c'est ce certificat de spécialisation en sociologie qui m'a permis plus tard à faire des thèses de sociologie. Voilà un peu mon parcours. Et après 4 ans à l'université, donc première année jusqu'en 4e année, j'ai décroché la maîtrise. L'année suivante, j'ai réussi au concours de l'école. À l'époque, ce n'était pas un concours, mais j'ai été recruté pour faire mon stage à l'école normale supérieure. J'ai fait 1 an. Après, on m'a orienté à Ziguinchor, au lycée Guignabo, où j'ai enseigné la philosophie. Saint-Louis a été un tournant pour moi parce qu'arrivé à Saint-Louis, 1 an après, l'université de Saint-Louis a sorti un arrêté pour dire que tous les professeurs de philosophie qui détenaient une licence, une maîtrise de philosophie et un certificat de sociologie ou de psychologie pouvaient s'inscrire directement en DEA. Okay. C'est dans ces conditions que je me suis inscrit au niveau de l'université de Saint-Louis, où on a fait presque 2 ans pour ce DEA-là. J'ai passé 2 ans et j'ai décroché finalement mon DEA. Je me suis inscrit en thèse en l'espace de 3 ans. En 1996, j'ai soutenu mon premier doctorat de 3e cycle qui a porté sur plan international. Et ce qui me fascine, surtout dans votre histoire, c'est votre passage du collège au lycée. Là, ce n'était pas évident, comme vous l'avez fait tout de suite. Qu'est-ce qui vous a poussé? Je n'ai même intérieurement. Je n'ai pas fait le lycée, mais je n'ai même pas fait le lycée. Parce que là où on était, ce n'était pas un lycée, c'est un service d'aide scolaire. Je précise aussi, c'est là où Ablaye Diop a eu son bac, c'est là où Talem Mbodj a eu son bac, c'est là où Gargantua Aline Mbodj a eu son bac, c'est là où Mbaye Samba a eu son bac. Ah ouais. Oui, oui. On s'est retrouvés comme ça. Et moi, je fais partie des éléments les plus déterminants. Et Ablaye Diop, je l'ai expliqué d'une école de formation sans avenir pour le pousser à faire directement les anticipes. Il a cru aussi qu'il pouvait réussir et on a fait la terminale ensemble. Il a échoué la 2e année, il a réussi. Mais moi, j'ai été toujours quelqu'un qui avait la ferme conviction, peut-être c'est la culture paysanne aussi, que les efforts se payent au bout du compte. Et mon père avait insisté aussi à tout moment que si je fais l'effort nécessaire, je pourrais réussir à l'école. Et j'ai cru en ses prières et ça a marché. Ça a été difficile, mais je crois que c'est une manière de dire aussi à la jeunesse guévouloise que il ne faut jamais se décourager dans la vie. En tout cas, tout portait à ce que j'arrête mes études à partir de la 3e. Donc je me suis battu pour aller. Je continue donc, j'ai fait une thèse de 3e cycle, je crois qu'il est bon de terminer ça. Une thèse de 3e cycle. Là aussi c'est une histoire assez particulière, parce qu'arrivé à l'université de Saint-Louis, les enseignants du département de sociologie ne voulaient pas de moi. Ah ouais? Ouais, pour des raisons peut-être subjectives. Parce qu'ils le disaient, moi je n'étais pas directement approché par ces derniers, mais d'après les rumeurs, ils disaient qu'ils feront tout pour que je ne sois pas recruté. Ah ouais. Parce qu'au moment où j'ai soutenu ma thèse de 3e cycle, en déposant ma candidature pour un poste d'assistant, ils ont recruté quelqu'un qui a son DA. Ah ouais. Mais toujours animé par la volonté de réussir, je me suis inscrit en thèse. Eux, ils avaient un doctorat comme moi, ils n'ont pas fait de thèse d'État, je me suis inscrit en thèse d'État. Et le coup du hasard a fait qu'en m'inscrivant en thèse d'État, j'ai pensé avoir un co-encadreur français ou belge pour mieux valoriser mon diplôme. Votre thèse d'État porte sur quel sujet? Bon, après, j'en arrive tout à l'heure. Parce qu'avant la thèse d'État aussi, il y a une parenthèse, parce que quand j'ai été à Dakar lors d'un voyage pour régler quelques problèmes administratifs, j'ai discuté avec un ami pour lui dire que moi j'ai envie
d'avoir un co-encadreur pour ma thèse d'État. Au moins que je puisse avoir un encadreur au niveau de l'Université de Saint-Louis, en l'occurrence le professeur Lalé, et un autre encadreur français ou belge qui pouvait m'accompagner. Comme ça, la thèse pourrait avoir une crédibilité au niveau international. Et il m'a dit, mais il y a un professeur qui est là, Charlier, tu vas lui proposer ton projet de thèse. Et au bout d'un détour, à l'école normale, on a vu le professeur Charlier assis quelque part sous l'ombre d'un arbre. Quand on l'a salué, le collègue lui a posé le problème. Il m'a dit, est-ce que tu as ton projet de thèse? Je lui ai remis le projet. En rencontrant le professeur Charlier, il a accepté de co-diriger ma thèse. Et une fois retourné à Saint-Louis, entre-temps, bon, je ne l'avais pas dit au professeur Charlier, mais j'étais déjà très avancé sur la thèse. Quand je lui ai envoyé le premier draft, il a été surpris. Un mois après, il a fait un voyage en Mauritanie. Il est venu jusqu'à Saint-Louis pour me dire que mais, ce que tu m'as envoyé m'impressionne, donc je t'offre une bourse dans mon laboratoire. Tu viens en Belgique pour terminer ta thèse d'État. Mais quand je suis arrivé en Belgique, il m'a dit que la thèse est tellement intéressante qu'il y a deux parties au niveau de la thèse. Tu vas amputer une partie de la thèse. Je vais t'inscrire ici en thèse en sciences politiques. Comme ça, tu soutiens cette thèse en sciences politiques. L'autre morceau, tu pourras l'utiliser pour soutenir la thèse d'État. Okay. Donc, vous êtes sorti ici du Sénégal que pendant que vous soutenez votre thèse. En total, vous n'êtes pas... Non, au moment où j'étais professeur dans les lycées, jusqu'au moment où je soutenais ma thèse d'État, j'étais déjà professeur dans les lycées. Okay. Ce qui est souvent rare aussi. Je n'ai connu qu'un seul professeur d'université qui a fait ce parcours, c'est Moupate Gueye. Donc, j'ai soutenu ma thèse d'État dans les lycées. J'ai tenu une thèse en sciences politiques, donc, avant de revenir au Sénégal. Et l'autre partie de la thèse, je l'ai utilisée pour soutenir une thèse d'État. Ça, c'est la thèse d'État. Donc, est-ce que vous avez soutenu d'autres thèses? Non, c'est ça les trois thèses. Donc, la thèse de 3e cycle sur le plan international, la thèse d'État que j'ai soutenue en Belgique, et la thèse unique que j'ai soutenue en Belgique, et la thèse d'État que j'ai soutenue au Sénégal. Donc, ça me fait 3 thèses. Nous avons vu que vous avez fait un parcours de combattant pour réussir. Donc, dans votre réussite, vraiment, il y a la main de Dieu, parce que ce n'était pas évident. Et maintenant, parlez-nous de votre intégration ou bien votre recrutement au FASTEF. Oui, là aussi, j'ai eu quelques difficultés pour être recruté au niveau de l'Université de Saint-Louis. J'ai fini même par abandonner les enseignements que je faisais là-bas pour peut-être me consacrer à mes enseignements au niveau du lycée, attendant peut-être que l'Université de Dakar ou l'Université de Ziguinchor puisse me recruter. J'ai eu la possibilité en 2009 d'être recruté à la FASTEF lorsque un enseignant guinéen qui enseignait la sociologie du développement a pris sa retraite. Le poste était vacant. Et les amis de Dakar qui étaient à la FASTEF, à l'époque c'était l'école normale, mais on a transformé l'école normale en faculté. Donc ça entre dans le cadre de l'université. Le poste a été finalement mis en compétition avec des amis bien sûr qui ont beaucoup contribué à mon recrutement parce qu'on a misé très haut en demandant un docteur d'État et j'étais peut-être à l'époque le seul qui avait ce profil. Donc quand j'ai soumissionné, on m'a recruté. Je suis recruté à l'Université de Dakar donc en 2009. Parce que l'université aussi, là aussi, je dis que c'est un parcours de combattant. En 2009, on m'a recruté comme assistant stagiaire. Au bout de 6 ans, je suis passé assistant stagiaire, assistant titulaire, maître assistant, chargé d'enseignement, maître de conf, avant de devenir professeur assimilé. En 6 ans, j'ai fait un parcours que des universitaires n'ont pas pu faire en 15 ans ou 20 ans. Parce que tout simplement, j'ai eu la chance de soutenir une thèse d'État. Donc la thèse d'État que j'ai soutenue dans le lycée m'a permis d'enjamber ma carrière universitaire et de faire en l'espace de 6 ans un parcours presque inédit. Là aussi, c'est une autre prouesse qui relève peut-être de la main de Dieu. Vu votre parcours universitaire pas du tout évident, c'est-à-dire réussir
en 5 ans ce que les autres réussissaient en 15 ans. Est-ce que vous n'utilisez pas quelque chose de mystique? Bon, pas mystique, mais bon, pas mystique, mais quelque part aussi, non, c'est la prière des parents, mais en même temps aussi des secrets de la tariqa Tijaniya, parce que aussi moi j'ai un maître spirituel qui ne cesse de me donner des secrets. Bon, ça aussi c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer comme ça, mais d'une manière ou d'une autre, en tout cas, il y a la prière des autres aussi. Et je crois que mon père a beaucoup prié pour moi. Voilà. Docteur, quand on parle de laboratoire, tout le monde passe à la science. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre fameux laboratoire, la GIRES. Le GIRES est un laboratoire que j'ai hérité du professeur Boubacar Niane qui est allé à la retraite. Parce qu'au niveau de l'université, on ne dirige un laboratoire que si on est un professeur de rang A. Dans mon département, on était 3. Les 2 n'étaient pas intéressés. Ils étaient plus anciens que moi, mais Boubacar Niane a pensé à moi. Le GIRES, c'est un laboratoire qui regroupe des enseignants-chercheurs qui réfléchissent sur des questions éducatives et sur la production des idées au niveau de l'espace universitaire. C'est un laboratoire que j'ai hérité, qui a eu aussi, c'est l'occasion de le dire, la chance d'avoir au moins des contacts avec l'UNICEF, des contacts avec l'Union européenne, et au niveau de ces contacts, nous avons pu réaliser 2 grandes études. Je crois que dans l'Internet, vous pouvez voir ces études-là. La première étude a porté sur les enfants hors l'école. Si vous tapez Google, vous verrez ça. L'autre étude a porté sur la prévention de l'extrémisme violent, financée et commanditée par l'Union européenne. Le rapport est sorti et bientôt, le rapport sera publié au niveau du net. Et j'ai aussi la possibilité d'avoir des contacts au plan international, parce que grâce au laboratoire GIRES, j'ai pu participer à 3 ouvrages collectifs. Un ouvrage publié par Coresteria, je suis co-auteur. Un autre ouvrage qui est publié par des amis béninois. Et le 3e ouvrage est en cours de publication, c'est des amis français avec Marc Pilon. Donc le GIRES m'a permis d'avoir aussi une visibilité au niveau international avec certains collègues. Et je suis membre aussi de certains laboratoires, dont le dernier est le REFER, un laboratoire qui combat aujourd'hui la privatisation de l'enseignement au niveau de l'Afrique. Ok, docteur, vu votre parcours de combattant et vu les connaissances que vous avez accumulées, que vous avez capitalisées, vous devrez aussi normalement mener aussi une vie syndicale. Oui, j'étais syndicaliste. D'ailleurs, c'est ma vie syndicale même qui m'a projeté en quelque sorte. Parce que quand j'étais à Ziguinchor, le syndicat auquel j'appartenais, le GIRES, l'UDEN, dispensait des cours aux enseignants qui préparaient le concours de probatoire. Et il y avait tout un programme qui était élaboré et j'étais chargé de dispenser ce programme au niveau des enseignants. C'est des cours sur l'ouvrage de Bachelard, des ouvrages de Piaget, des ouvrages de Thomas Kuhn. Et à force d'enseigner ces ouvrages-là, j'ai pu même, au niveau de ma thèse d'État, vu peut-être l'orientation que devait prendre ma thèse d'État, et d'une manière ou d'une autre, je me suis référé de ces ouvrages pour peaufiner une problématique à partir de laquelle j'ai pu rédiger ma thèse d'État. Donc je crois que le mouvement syndical m'a aidé à ce niveau-là. Et j'ai été un syndicaliste actif, mais comme moi j'ai toujours opté pour ne pas être au devant parfois, parce qu'on a voulu me donner la direction du syndicat à Saint-Louis, mais puisque j'étais inscrit en thèse, je me suis dit que si je dirige le syndicat, je risque d'avoir des problèmes pour terminer ma thèse. Mais j'étais un membre actif quand même du bureau national de l'UDEN. Le syndicat dit moment de lutte acharné. Donc vous avez eu normalement des relations heurtées avec les autorités. Oui, à Ziguinchor particulièrement, la fameuse grève de Mademba Sok, j'étais presque l'élément moteur. Et on a été plus ou moins malmené par la police. Et là aussi, il faut dire que c'est l'occasion peut-être de saluer le général Dien, qui était à l'époque gouverneur militaire à Ziguinchor. C'est lui qui a réglé le problème. Et j'ai été l'un des éléments déterminants dans cette négociation, où on a pu avoir la possibilité d'aller en grève, de couper le courant, avec la seule condition avec le général Dien,
à 19h, il faut rétablir le courant parce que Ziguinchor est une zone d'insécurité. On s'est battu pour ça et finalement on l'a réalisé. Mais à part ça, bon, moi j'ai mené des combats, mais au moment où ces combats se menaient aussi, entre-temps, il y a eu une démocratisation au niveau de la scène politique et syndicale et on a été moins fatigué par rapport à nos doyens. Donc, à part l'épisode de Ziguinchor, je n'ai pas probablement rencontré de difficultés dans ma vie syndicale. Vu que vous avez consacré presque toute votre jeunesse aux études, est-ce que, en tant que jeune actif de la localité, vous avez eu combiné ou bien vous avez eu le temps de participer aux activités de la jeunesse à l'époque, c'est-à-dire aux activités du mouvement associatif? Oui, cette question, je crois que ceux qui me connaissent savent que c'est nous qui avons formé Djubo. La première association qui a fini même par récupérer le foyer des jeunes, qui a fini par récupérer tout le matériel que certaines personnes ont confisqué à Géoul. Et je prends certains témoins, certaines personnes à témoin, Elhadji Ndiaye, Fosher Fall, Khalim Mbodj, Mbaye Sambou, etc., etc. Et Ibou Diop, Omar Ndiaye. Vous savez que Géoul avait une centaine de chaises et de bancs qui étaient entre les mains de deux individus. C'était pour le foyer, qui faisait la location et qui s'emparait de l'argent sans reverser ça au foyer. Il y avait aussi une radio qui appartenait au foyer, qui a été aussi vendue par quelqu'un. Je préfère taire son nom. En réunion, c'est moi qui a demandé au groupe de me donner la possibilité d'aller louer ce matériel-là et de le confisquer. Je suis allé louer ce matériel. J'ai confisqué ce matériel. Quand les deux personnes sont venues pour me réclamer, j'ai dit que vous n'aurez plus rien. Les bancs appartiennent à Géoul, maintenant c'est entre nous. C'est ainsi qu'on a récupéré le matériel. Celui qui a vendu la radio qui était pour le foyer, on a voulu déposer une plainte. C'est Mortalendir qui a payé pour lui. Donc, le terrain de Géoul, c'est nous qui l'avons équipé pour la première fois, avec l'aide de feu Ibresek, qui nous a donné le matériel. Voilà. Quand on a aussi donné le terrain à des marabouts, ici à Géoul, j'étais moi et Mayoro Fall les personnes qui ont mené le combat pour que le bornage qui était établi là-bas, on a enlevé ça, on s'est battu. Et finalement, on a récupéré le terrain pour la jeunesse. Ouais. L'autre histoire aussi, le CM de Géoul, c'est nous. Ça aussi, il faut que les gens se le tiennent pour dit. C'est lors d'une discussion devant la maison de Feu Cheikh Fall que j'ai demandé à ce groupe qui était souvent ensemble de régler un problème qui commençait à poser problème au niveau de Géoul. Parce que la plupart des élèves qui réussissaient l'entrée en 6e, ils allaient à Kébémer, mais ils revenaient pour un problème de logement. Wow. C'est ainsi que moi j'ai proposé à ce groupe qu'on se batte pour avoir un CEM. À l'époque, je le disais parce que Mamadou Ndoye était ministre et mon ami Amadou Fall, qui a beaucoup participé aussi à mon recrutement à l'école normale, était un membre actif de la LD. Quand j'ai soumis le projet à Amadou Fall, il m'a dit, il n'y a aucun problème, je peux aménager une audience au niveau du ministère de Ndoye. C'est ainsi qu'on a pris la voiture de Beu Aïdara, on a eu l'audience, il y a eu même un accident en cours de route à Tiawan, je crois. Oui. Et l'audience a eu lieu, Mamadou Ndoye nous a promis que Géoul aura son CEM. Entre-temps, on s'est impliqué en politique et quand on s'est impliqué en politique, je me rappelle de cette histoire-là aussi, ça mérite d'être signalé. Tanor a appelé Badr Silla et Beu Aïdara pour peut-être proposer une rencontre avec nous. Beu m'a appelé. Là aussi, je prends Beu Aïdara à témoin.
Il me dit, mais Tanor veut vous rencontrer. Je dis que Beu, tu es mon ami. Il faut qu'on s'entende. Moi, je ne serai jamais militant du PS. Mais tu peux nous aider. Il dit, comment tu dis à Tanor que les jeunes de Géoul ont besoin d'un SEM. Si vous agissez pour qu'il y ait le SEM, peut-être ils pourront rejoindre le PS. C'est comme ça qu'il faut jouer aussi en politique. Dites à Aminata Mbengue Ndiaye que les gens de Géoul ont besoin d'un SEM. Ils l'ont dit et immédiatement les gens ont réagi à le SEM. Mais Ndoye a dit on peut ouvrir le SEM mais il n'y a pas de local. On a décidé de louer le local du vieux Doudou Gaye, que Dieu ait pitié de lui. Chaque mois, chacun d'entre nous cotisait 5 000 francs. Là aussi, le maire n'était pas présent, il faut que Géoula le sache. Non, c'est nous qui cotisons chacun 5 000 francs. Vous pouvez interroger Khalim Bodj avec les témoignages. Mbaye Sambo, Baye Cheikh Fall, tout ce groupe-là, ils peuvent confirmer ce que j'ai dit. Il faut que ça soit clair aussi. Que le CM, c'est nous. Que le CM a fonctionné. Si Khalifa a contribué, c'est après. En tout cas, nous, on a cotisé. On a toujours cotisé pour le local. L'argent que Khalifa a donné, on ne l'a pas vu, nous. Par rapport au lycée, est-ce que vous êtes acteur quelque part? Le lycée aussi, on est acteur. Parce que le lycée, bon, c'est toujours dans la continuité avec Souran. On a eu aussi une audience avec Souran, qui a fini par accorder le lycée. On a utilisé les parents de Souran, la famille Mazda et tous les autres. Donc Souran nous a aidé. Il dit que Géoul, c'est presque sa patrie, c'est presque sa localité, donc il nous a aidé à avoir l'université aussi, c'est nous. Ah oui, l'université aussi, que ça soit clair. L'université, Mbaye Sambo, ce que je dis, Mbaye Sambo peut témoigner. Vous pouvez aussi interroger le frère de Tahir, qui Pape Gueye. Mbaye Sambo m'a saisi devant l'atelier de Pape Sambo pour me dire que Djodja veut créer une université. Mais il n'a pas de parrain. Je lui dis, mais moi je peux trouver un parrain. Soit je téléphone Maritaou, qui est recteur à l'époque de l'université de Saint-Louis, ou Saliou Ndiaye, qui me connaissait très bien, qui me recevait dans son bureau, lui aussi il peut parrainer l'université. Mais j'ai dit, bon, Saliou Ndiaye, généralement, il n'est pas sûr. Mais Maritaou, s'il donne son accord, il n'y a pas de problème. J'ai téléphoné séance tenante, Maritaou, il a donné son accord. Non, il était recteur. Il dit qu'il peut parrainer l'université et les enseignants de Saint-Louis pouvaient commencer à enseigner au niveau de l'université. Et c'est comme ça que Djodja a accepté. Maritaou est venu à Géoul. C'est ici qu'il est passé ici chez moi avant d'aller à la mairie. J'ai assisté à la rencontre. C'est comme ça que le truc a été lancé. Quand on a lancé l'université, moi j'étais toujours en contact avec Maritaou. Maritaou qui m'a dit, pour le moment, quand on l'a nommé ministre, je préfère ne pas mettre Géoul dans l'armature qui est retenue au niveau du conseil des ministres. Pour le moment, on a parlé de l'université de la région de Louga. Mais il me dit qu'il faut taire le nom de Géoul parce que des réactions politiques et des lobbies peuvent détourner le projet pour d'autres localités. C'est ainsi qu'il a fonctionné jusqu'au conseil des ministres décentralisé à Louga. Là aussi, je prends les Géoulois à témoin. Au moins, ils étaient massés devant le palais de Djilimbaye avec Khalifa. Moi, je suis venu. Maritaou a envoyé son chauffeur. Il m'a reçu. Je suis entré en laissant les gaz de Géoul à l'intérieur du palais pour rencontrer Maritaou à l'époque. C'était pour me dire que le projet est passé. Il me dit désormais le projet est passé. L'université est retenue pour Géoul. Maintenant, on peut dire le nom. Voilà comment ça s'est passé. Et là où je tiens ici, le maire m'entend, il peut m'entendre, il peut me voir. À un certain moment, le maire m'a téléphoné pour me dire qu'il a besoin de parler avec Maritaou. Est-ce que tu peux... J'ai téléphoné Maritaou pour dire que le maire de Géoul a besoin de vous parler. C'est ainsi que j'ai mis le maire en contact avec Maritaou. En tout cas, moi, tout ce que je dis, c'est avec des témoins. Le maire aussi, quand il m'entend, je ne crois pas démentir ça.
tout de suite dans vos propos, vous avez mentionné un parti. Donc vous avez fait de la politique? Non, j'ai fait la politique, mais pas à l'ALD. Pourtant, tous mes amis qui m'ont connu pensent que j'étais un militant de la LD. Mais j'avais des amis au niveau de la LD. Si j'ai milité dans le mouvement de gauche, c'est au niveau du PAI à l'époque. J'étais un étudiant du Parti africain de l'indépendance. Et quand j'ai quitté ce parti, pour des raisons objectives aussi, parce que ce parti-là, malheureusement, sur la scène politique ne pesait pas grand-chose, je suis resté très longtemps sans faire la politique. J'ai fini par faire la politique malgré moi. Parce que quand on a réalisé le projet du SEM, à l'époque toujours au niveau de notre groupe, notre fameux groupe, les gens ont voulu qu'on milite politiquement. Et c'était une rencontre qu'on devait organiser. Ce jour-là même, il pleuvait. C'était au mois de septembre. Khalim Mbodj était présent, Mbaye Samb, Cheikh Fall, Darou Mbeng, moi et Baye Cheikh Fall, par Sall, je ne sais plus. Mais en tout cas, ces personnes-là, je suis convaincu qu'elles étaient présentes. Il fallait, moi je ne voulais pas, je disais qu'il ne faut pas faire de la politique. Mais c'est Cheikh Fall qui me poussait, dit non, si tu refuses, on va faire la politique avec le groupe, tu risques d'être seul. Parce que, bon, il m'a convaincu, j'ai dit d'accord, moi je suis partant. Il fallait choisir un parti. Daro était déjà dans l'URD. Lui, il voulait qu'on le rejoigne dans l'URD. Le débat a été posé. Les gens, chacun donnait son point de vue. Moi, quand j'ai pris la parole, voilà ce que j'ai analysé comme hypothèse. J'ai dit, nous sommes en 1999. Le PS n'est plus un parti qui va durer au pouvoir. Le PDS peut prendre le pouvoir. Mais le PDS est dirigé par des gens ici à Géoul. Si on va au PDS, on aura des problèmes. Ils n'accepteront pas qu'on prenne la direction. Eux, s'ils nous dirigent aussi, on ne pourra pas drainer les Géoulois. Ce serait paradoxal que ces gens-là soient devant, qu'on soit derrière. L'URD est un parti qui va éclater. Darou, tu dis à Darou, moi ce que je veux dire, ça ne va pas te plaire, mais ça va éclater. Un parti, il y a Sambo Djoul de Cham, il y a Omar Sarr, il y a les trotskistes aussi de Mohamed Saleh, Djibaka, Tala Silla. Je dis que ce parti-là, c'est un conglomérat de rebelles et tôt ou tard, ça va éclater. Il ne faut pas militer dans ce parti. Le seul parti pour moi à l'époque qui commençait à poindre à l'horizon, c'était l'AFP. J'ai dit que l'AFP, c'est un terrain vierge. Il faut qu'on y aille pour nous positionner. Et ça nous permettra d'avoir au moins une visibilité politique. Et les gens ont fini par accepter ma proposition. J'ai dit on va à l'AFP, mais on rédige un document pour montrer à Niass pourquoi on a milité dans l'AFP. Le document, on l'avait intitulé « Les raisons d'un choix ». C'est moi qui ai rédigé ce document-là. On a envoyé ce document à Moustapha Niass. Entre-temps, 2 mois après, mon ami Kandji qui était responsable de la section de Saint-Louis, il est pharmacien. Quand je lui ai montré le document, il m'a téléphoné pour me dire Niass sera à Saint-Louis. Est-ce que tu ne peux pas venir le rencontrer? C'est ainsi qu'on m'a délégué Baye Cheikh et moi. On est allé le rencontrer. Quand on a rencontré Niass, il a dit que le document qu'on lui a produit peut être un document de base pour son parti. C'est ainsi qu'on a pris connaissance avec lui. Et depuis lors, il nous a pris au sérieux. Voilà comment on a eu cette visibilité au niveau de l'AFP. Et on a vu aussi que malgré les tournées, les difficultés qu'on avait à organiser des meetings au niveau de Géoul, parce que Niass faisait des tournées régionales départementales, il n'a jamais enjambé Géoul. Il a accepté même de venir à Géoul plusieurs fois. Le meeting régional qu'il a organisé à Louga, nous on a refusé d'y aller, il est venu jusqu'à Géoul. Il y avait vraiment une mobilisation forte. Et je l'ai entendu à Sabara, le meeting de Sardiop est plus important que le meeting de Louga. Donnez-lui 500 000 comme rallonge. Ces séances tenantes nous a remis 500 000 francs. C'est ainsi qu'on a développé le parti. Là aussi, il y a une rumeur qui faisait, parce qu'en politique aussi, je disais souvent qu'avec le temps, on peut toujours répondre aux autres.
Et c'est l'occasion peut-être de répondre à ceux qui ont toujours manigancé qu'on avait choisi quelqu'un autre que moi et s'y est passé par les mailles pour devenir responsable de l'AFP. Je n'ai jamais voulu être responsable. Quand on choisit le responsable de l'AFP, j'étais à Saint-Louis. La réunion qui a choisi le responsable de l'AFP, wow, je n'ai pas participé à cette réunion. J'ai quitté l'AFP parce que, je l'ai dit à mon ami Cheikh Bamba, toutes les raisons qu'on avait pour combattre Abdoulaye Wade, en matière de malgouvernance, en matière de frein à la démocratisation de la scène politique, mais toutes ces raisons-là sont aujourd'hui visibles dans la politique de Macky Sall. Et je crois qu'Idriss Seck a eu raison de dire que Macky a tous les défauts de Wade, mais il n'a aucune qualité de Wade. Donc j'ai dit aux gens, moi, pour des raisons objectives, je ne peux pas militer je ne peux plus continuer à militer dans l'AFP, parce que je milite dans l'AFP, je suis obligé de respecter la ligne du parti. C'est en respectant la ligne du parti que j'ai fait alliance avec Khalifa pour les locales. Là aussi, c'est une précision qu'il faut faire. J'ai respecté la ligne de parti. J'ai cheminé avec Khalifa. Là aussi, il y a une histoire qu'il faut clarifier parce que c'est l'occasion. En politique, tu fais partie des rares politiciens qui militent par conviction. Maintenant, la question que je voudrais poser, mais comment vous vivez maintenant la vie politique actuelle? Bon, moi, j'ai pris du recul. Bien sûr, c'est difficile, mais j'aimerais quand même expliquer aussi une parenthèse, les problèmes que nous avons eu avec Khalifa. Je crois que c'est très important parce que les Guéoulois pourront comprendre. Moi, tout ce que je dis, c'est la vérité. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Quand mon parti a fait alliance avec la paire, au niveau local, nous avons fait alliance avec Khalifa. Donc c'est logique. On a fait alliance avec Khalifa. La première rencontre que j'ai eue avec Khalifa, à Almadi, chez Cheikh Bamba Sall, Khalifa me disait, comme il le dit souvent, Sardiop, qu'est-ce que vous me demandez en contrepartie si on travaille ensemble? Je lui dis que moi je ne te demande rien. C'est le parti qui te demande. La paire est la première force politique. C'est pourquoi vous dirigez la coalition. Nous, on est derrière, c'est normal. En politique aussi, c'est des rapports de force. Mais moi, je ne discute pas avec toi des postes ici, chez Cheikh Bamba. Quand on sera à Géoul, on pourra en parler. À Géoul, il nous propose, je crois, 2 conseils. J'ai dit que... Oui, je crois 2. J'ai dit que si tu proposes 2 conseils, c'est que tu farces dalle. Parce que... 2 conseils, moi je sais que il y a Mamoudou Ndiaye et toi. Comment allier tu gagnes? AFP, comment allier tu gagnes? Là, tu le sais. Donc, on va te demander le poste qu'on aura, autant de postes qu'on voudra. Mais pour pouvoir cheminer ensemble de manière raisonnable aussi, bon, on lui a proposé des postes et je lui ai dit ne mets pas mon nom. Vous voyez que sur la liste, il n'y avait pas mon nom. Il me dit non, je dis ne mets pas mon nom, mais je serai impliqué. Mais je ne veux pas être conseiller. Le nombre de postes qu'on lui a donné, à un certain moment, il m'a dit, mais le nombre de postes que vous m'avez donné, c'est beaucoup. J'ai dit donc tu diminues, parce que pour nous, les postes, ce n'est pas important. On lui a proposé Diaye Bassal sur la liste, sur la liste proportionnelle. Khalifa m'a dit que si je mets Diaye Bassal, je risque d'avoir des problèmes avec les femmes de la paire. C'est ainsi qu'on lui a proposé Cheikh Fall sur la liste proportionnelle. On a cheminé comme ça. Là aussi, je tiens à préciser qu'on a eu 5 millions. Comme... Oui, 5 millions frais de campagne. Khalifa a débloqué 300 000 francs comme soutien pour la coalition. Non, attends, Khalifa n'a rien proposé. Il a donné 300 000. Mais il ne nous a rien demandé. En réunion au niveau de l'AFP, j'ai dit que Khalifa a donné 300 000
ils disent la liste majoritaire, nous aussi on donne 300 000. C'est comme ça qu'on a donné 300 000. Les Géoula qui disent aussi on a fait la campagne avec l'argent de Khalifa, c'est pas vrai. Khalifa a donné 300 000, j'ai donné 300 000. Quand on a gagné les élections, Khalifa m'a dit qu'on va discuter sur la composition du bureau. Je suis allé chez lui. C'est la première fois que je suis allé chez Khalifa, à Dakar. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a reçu dans son bureau, dans son salon, et il m'a dit, Sarr, mais qu'est-ce que tu penses de la composition? J'ai dit que pour une bonne marche du conseil municipal, tu es maire, il faut faire de Baye Cheikh ton adjoint, Abdourahmane, deuxième adjoint, tu lui confies la mairie. Non, Abdourahmane, tu lui confies la mairie, tu choisis le groupe de Mbaye Samba, El Ndiaye et les autres, quelqu'un qui soit le deuxième. Nous tous, nous serons blocs derrière toi. Abdourahmane va gérer la mairie, Baye Cheikh sera ton adjoint, le deuxième adjoint, tu vas le choisir au niveau du groupe 2. Il m'a dit, defuma lol. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Mais puisque tu dois faire lol, pourquoi tu m'as appelé pour qu'on discute? Il me dit, vous avez une mairie, moi je ne suis même pas sur la liste. On discute pour trouver une solution. Il me dit, je serai maire, Abdourahmane sera mon deuxième adjoint, et je lui confie la mairie, Baye Cheikh, vous avez mon deuxième. Je dis non, lolo, c'est pas bon, c'est pas la bonne forme. Il me dit, bon, moi je prends Abdourahmane. Parce que Abdourahmane, ce qu'Abdourahmane peut faire, personne d'entre vous ne peut le faire. Wow, c'est ainsi que je me suis levé. Moi, Khalifa, moi je suis venu pour discuter avec toi, mais tu n'es pas respectueux. Abdourahmane a été mon élève de Mangalaj à Saint-Louis. Abdourahmane a été mon élève. Quiconque, même Yaoumi, je peux être ton professeur. Puisque l'ol, Nenga Abdourahmane, lui, c'est parce qu'il parle que l'argent, on lui a détourné de l'argent. Je dis que, en tout cas, si les gens ont mangé ton argent, nous, on gagne. Nous, au niveau de l'AFE, on a mangé l'argent de personne. Mais cela n'est ainsi, moi, je n'ai plus rien à dire avec toi. Il me dit, moi, je reste, il me dit, reste, moi, je dis, je ne reste pas. Je suis parti. Waouh. Je suis parti, voilà. Je voudrais aussi savoir comment vous parvenez à allier votre vie de philosophe et d'être un musulman convaincu, un talibé Cheikh. Moi, je pense que la question de la foi aussi n'est pas une question simple. Je crois que, comme le dit Dieu dans le Coran, c'est lui qui guide qui il veut. Donc, si je suis un fervent croyant, c'est peut-être lié à la volonté de Dieu. Mais j'ai toujours, moi, eu cette forme conviction que la philosophie n'est pas athée. Même s'il y a des philosophes athées, on regarde l'histoire de la philosophie depuis Platon jusqu'au dernier philosophe. Je dis souvent, on ne peut pas me citer 5 grands philosophes qui ont une doctrine et qui ont nié l'existence de Dieu. Donc cela signifie que la philosophie athée, c'est lié au marxisme, et Marx aussi est un philosophe parmi tant d'autres. À part Nietzsche, Marx et Jean-Paul Sartre, moi je ne vois pas de philosophes qui remettent en cause l'existence de Dieu. Les premiers philosophes, au contraire, étaient des philosophes versés vers le mysticisme. Je me rappelle la fameuse phrase de Socrate, le connais-toi toi-même, parce que Socrate nous dit, celui qui se connaît Dieu. Quand on lui demandait la connaissance de Dieu par l'humain, il dit que la connaissance de Dieu passe par la connaissance de soi-même, par l'âme. Cette formulation de Platon recoupe avec un hadith du prophète, paix et salut sur lui, qui dit quelque part dans un hadith, Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Celui qui se connaît Dieu. Donc vous voyez un rapprochement. L'autre élément que je donne souvent pour
pour étayer ma conviction, j'ai lu dans un ouvrage consacré à Platon, à Socrate, que Socrate, il arrivait à ce que Socrate se mette assis en face, la face tournée vers l'Orient, les jambes croisées, pendant toute une journée sans boire, ni manger, ni parler. Moi, je disais que ça, ce n'est pas de la philosophie. Quelque part donc, est-ce que Socrate n'était pas un homme de Dieu? En faisant des investigations, j'ai entendu d'abord Cheikh Ahmed Al-Maktoum dire que Socrate utilisait un secret divin, ce qu'on appelle l'Ismu Jalal. C'est un nom que les connaisseurs connaissent. Ismu Jalal, c'est un nom composé. Bon, je peux donner les premiers. Ahamun, Sakakun, Alaoun. Donc, je me limite, je ne continue pas. C'est un secret. Livre signifie Allah. Sar signifie Samat, ainsi de suite. Donc, c'est un nom composé de Dieu. J'ai rencontré quelqu'un de mystique aussi qui m'a dit qu'effectivement, Socrate utilisait l'Ismu Jalal. Quand le docteur Samb, qui faisait ses émissions à la télévision sur les secrets et les miracles de l'islam avec Tal, il est venu faire une conférence à Saint-Louis. Je l'ai interpellé sur la question, il me dit effectivement, Socrate utilisait l'Ismu Jalal, mais la version grecque. Tu viens chez moi à Dakar, je donne la version. Entre-temps, malheureusement, il est décédé, j'ai pas pu. Il m'avait donné même son numéro de téléphone. Donc, ce qui m'a réconforté, donc c'est des exemples que je donne. Mais en réalité, bon, la philosophie aussi, c'est quoi? Moi, je ne suis pas un philosophe, je dis je ne suis pas un philosophe. Je ne fais qu'enseigner la philosophie. Est-ce que enseigner la philosophie peut me donner le droit d'enseigner l'athéisme ou de devenir athée? Mais aussi, comme je l'ai dit, en tout cas, la conviction religieuse d'un individu, la constance de la pratique religieuse de l'individu, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de Dieu. Nous sommes presque à la terme de notre émission. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez des projets pour la jeunesse guilloise, pour la jeunesse de la Maroc, pour la population? Oui, le seul projet que j'ai, c'est peut-être l'ambition politique. Moi, je ne suis pas comme les autres qui disent je ne fais plus de politique. Je peux retourner sur la scène politique quand l'opportunité se crée, avec la seule condition. Je referai la politique si on me donne des postes de responsabilité qui me permettent de faire quelque chose sur ma localité. Mais je ne fais plus de la politique comme je le faisais. Mon âge ne me le permet pas, et puis mes ambitions aussi. C'est possible, c'est possible. Vous voyez, c'est possible. Tous les gens qui ont eu des postes de responsabilité n'avaient pas fait la politique. Je prends l'exemple de mon ami Marito. Il a été ministre, il ne faisait pas la politique, ils sont nombreux. C'est que le destin d'un individu ne dépend pas forcément de son plan de carrière. Tout dépend de Dieu. Bon, si Dieu décide que je sois quelqu'un qui a un destin à occuper des responsabilités, je les occupe. Sinon, le monek bahna. Bon, quand je vois une opportunité aussi autre en dehors de la politique, qui me permet d'aider ma localité, sans entrer maintenant dans des loges occultes, je suis prêt à le faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais contacté par la franc-maçonnerie, j'ai refusé d'y adhérer. Et pourtant, en adhérant à la franc-maçonnerie, je pouvais avoir de l'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Là aussi, je tiens à le dire pour des raisons religieuses, convictions personnelles. Moi, je préfère ne pas entrer dans ce truc-là. Oui. Mais sur le plan de l'éducation, il n'engage pas de faire quelque chose, par exemple, pour les élèves qui ont été chassés des écoles, etc. Oui, là aussi, le privé aussi, c'est nous, encore une fois, j'en ai pas parlé, le privé, on l'a créé pour ça. Parce que le privé, c'est nous qui avons cotisé. Et chacun d'entre nous a cotisé aussi pour que le privé soit sur place. Et c'est l'argent qu'on a cotisé qui a servi à payer les enseignants pendant presque 2 ans. Et chaque année, on cotise. C'était pour pouvoir au moins aider à ceux qui ont été envoyés à pouvoir continuer leurs études. Mais personnellement, moi, je n'ai pas de moyens. J'ai pas de moyens pour faire quelque chose de manière pratique. Mais si j'arrive à avoir les opportunités, on ne sait pas, bon, je pourrais le faire. Mes relations, certes, bon, ce qu'on a fait pour créer le privé a été aussi reconnu.
avec l'appui et la détermination de Mbaye Samb et des autres, bon an, mal an, le privé existe et ça a permis à certains élèves aussi de pouvoir continuer leurs études. Merci, M. Diop. Ma dernière question, ça va porter sur les ouvrages que vous avez cités, que vous avez écrits. Alors, c'est pourquoi notre prochaine sortie va porter sur les ouvrages. Voilà, sur le dernier, les pays africains pour le africain du développement. Ouais, le dernier, c'est plutôt l'autre, ça c'est le premier. Donc j'ai publié, j'ai participé à 4 ouvrages collectifs dont les 2 sont sortis. Les 2 devraient sortir au mois de septembre avec des amis français et africains. Personnellement, j'ai publié 2 ouvrages. Le premier, le voici. C'est les théories africanistes du développement. Les théories africanistes du développement, où j'ai fait le projet du développement, le procès du développement en Afrique, depuis Balangué en passant par Senghor jusqu'au NEPAD d'Abdoulaye Wade, où j'ai fait une approche critique sur la démarche pour dire que les Africains n'ont pas encore trouvé la bonne voie pour développer le continent africain. L'autre livre, ça porte sur le changement de paradigme au niveau de la pensée africaine, où j'essaie de montrer aussi que de la même manière qu'on critique les hommes politiques à reproduire le modèle de développement occidental ou bien à adopter des schémas politiques qui viennent de l'Occident, nous les intellectuels africains aussi, nous avons tendance à penser à partir des outils qui sont forgés ailleurs. Et j'ai dit qu'il nous faut libérer aussi notre manière de penser pour penser l'Afrique par nous-mêmes. Et finalement, le dernier ouvrage porte sur ça. Peut-être la deuxième émission me permettra d'insister probablement sur le contenu de ces 2 ouvrages-là. Je suis sur un 3e ouvrage qui porte sur le système éducatif. Je l'ai déjà finalisé, c'est un ouvrage que j'ai écrit dans une période de confinement. Je suis en train d'écrire la dernière partie. Là aussi, j'insiste sur la manière dont les systèmes éducatifs, surtout l'exemple du Sénégal, les systèmes éducatifs qui ont tendance à reproduire le modèle français sans trouver une école adaptée à nos réalités. C'est un autre combat. Donc vous voyez que j'ai une approche critique sur la démarche des modèles de développement, sur les grilles d'analyse des intellectuels africains et sur les systèmes éducatifs. Merci, M. Sarr. Peut-être votre dernier mot, vous voulez faire un appel. Je vous remercie de m'avoir invité, mais peut-être l'émission n'a de sens que si ça peut montrer aux jeunes de Géoul que la réussite, c'est un processus. Je crois que si on se réfère à nos hommes religieux, nos guides religieux, qui sont cités aujourd'hui comme exemple, ils ont vécu ce qu'on appelle la traversée du désert avant de servir leur peuple. Et aucune réussite sérieuse ne peut se faire sans un parcours de combattant. Et je crois que l'expérience prouve que le chemin finalement se dessine dans la marche et les obstacles finissent par être vaincus. Et je suis toujours convaincu de la parole d'un philosophe léibniste, l'avenir est plus vrai que le présent. Et moi je crois à l'avenir.